Salam alaikum, bonjour à tous. Nous continuons donc dans les cours sur le transfert de masse. Nous arrivons au chapitre 2. Il s'agira de déterminer les coefficients de diffusion en phase gazeuse, puis en phase liquide, puis dans les milieux poreux. Rappelons juste un peu ce que l'on a fait jusqu'à présent. Nous avons, étant donné qu'il y avait une analogie étroite entre le transfert thermique par conduction et la diffusion d'un matériau, Fick avait adopté le modèle de la conduction thermique établi auparavant en 1822 par Fourier pour présenter sa loi et déclarer qu'à pression et température constantes et uniformes, le taux de transfert de cette substance, de ce matériau, est proportionnel au gradient de concentration. Le facteur de proportionnalité étant justement le coefficient de diffusion que nous essayons d'avoir dans cette séance en phase gazeuse. Alors, qu'est-ce que la théorie cinétique des gaz? Globalement, c'est une théorie qui rend compte des propriétés macroscopiques des gaz, telles que la température, la pression et le volume, et ceci à partir de leur comportement à l'échelle microscopique. Le gaz y est décrit comme un milieu constitué de particules, c'est-à-dire atomes et molécules. Ces particules sont très éloignées les unes des autres. Elles se déplacent en continu de manière aléatoire et à très grande vitesse, en ligne droite, et elles entrent fréquemment en collision. Ces collisions sont parfaitement élastiques. Ce modèle rend compte en particulier, par exemple, de l'expansion spontanée dans la totale du volume qui lui est offert au gaz. Et elle va nous rendre compte également justement de la diffusivité massique, c'est-à-dire le coefficient de diffusion d'une espèce dans une autre. Alors, nous allons commencer par présenter cette théorie. Donc, nous voyons que pour pouvoir l'adopter, les forces attractives et répulsives doivent être négligeables, c'est-à-dire qu'on suppose qu'elles n'existent pas. Donc, considérons un mélange binaire AB, gazeux, non polaire, c'est-à-dire que la constante diélectrique est faible. Eh bien, la théorie cinétique des gaz permet de m'estimer le coefficient de diffusion de A dans B avec une précision de 5% près, ce qui est très très bon. Bien, donc considérons deux variétés, A et B, mais elles vont être isotopiques, c'est-à-dire A et B, j'appellerai A et A', auront la même masse et le même diamètre et la même forme sphérique. Je m'explique, donc considérons deux espèces, A, moléculaire A et A'. Ces deux espèces auront la même masse, MA, et le même diamètre DA, donc la même taille. Elles auront toutes les deux la forme sphérique, une forme sphérique, et elles seront rigides. On supposera en outre la concentration volumique, c'est-à-dire le nombre de molécules par unité de volume, est très faible. Ceci pour pouvoir dire que la distance moyenne entre les molécules, elle est plusieurs fois supérieure au diamètre d'une molécule. C'est ce qu'on appellera une densité moléculaire faible. Cela correspond au fait aux gaz dilués, tels que lorsqu'on est en pression atmosphérique. Et par conséquent, tels que les gaz parfaits, ça va venir dans un instant. Bien, résumons. Voici les conditions que nous avons établies. Donc, soit une variété isotopique, même masse, même diamètre, sous forme sphérique des molécules qu'on peut confondre avec des sphères rigides. La concentration volumique qui est faible, le nombre de molécules par unité de volume est très faible. On arrive au fait que le coefficient de diffusion de A dans A', c'est 1 tiers multiplié par UA moyenne multiplié par lambda moyen. Alors qu'est-ce que UA, qu'est-ce que lambda? Les voici. Pour UA moyenne, c'est la vitesse moléculaire moyenne par rapport à la vitesse barycentrique. Elle s'écrit de cette forme-là. 8 fois la constante de Boltzmann fois la température absolue sur pi fois la masse de l'espèce A à la puissance 1,5. Et lambda moyenne, c'est le libre parcours moyen. Donc voici l'expression. Avec Nm, c'est la concentration volumique. Kb, la constante de Boltzmann, elle est égale à 1,38 10-16 si on la veut en erg, molécule moins 1, Kelvin moins 1, ou alors 1,38 10-23 si on veut la voir en joule.
puisque un erg c'est 10 puissance moins 7 joules. Moins 7 joules. Bien, donc j'ai remplacé. Maintenant, nous allons continuer pour pouvoir, dans la prochaine diapo, mettre UA et lambda dans l'expression de DAA', comme ceci. Donc, injectons les vitesses moyennes moléculaires et le libre parcours moyen dans l'expression de dA dans A', la diffusion de A dans A', j'obtiens ça. Alors rapidement, il y a une première simplification qui va apparaître. 8, c'est 4 fois 2. 4 racine de 4, c'est 2, donc j'aurai ici 2 tiers. Racine de 2, ça se simplifie. C'est ce que je vais faire là maintenant, voilà. Donc j'ai fait sortir le 4, racine de 4 c'est 2, il se retrouve là. Il me reste racine de 2, avec le racine de 2, je peux simplifier. Donc voilà à quoi j'aboutis. Maintenant je vais considérer un cas particulier. Je vais considérer un cas particulier et adopter l'équation d'état d'un gaz parfait, c'est-à-dire PV égale à nRT. PV égale à nRT. Je fais basculer le volume au dénominateur du second membre, je vais obtenir N étant le nombre de moles de l'espèce A sur le volume. Nombre de moles sur le volume. Je sais aussi qu'il y a une relation entre la constante universelle des gaz parfaits R et le nombre d'Avogadro et la constante de Boltzmann, la voici. Donc la constante de Boltzmann, c'est la constante universelle des gaz parfaits divisée par le nombre d'Avogadro, N étant le nombre d'Avogadro. Je me rends compte que R va être égal à KB fois N. KB fois N. Donc je remplace, je rappelle, R étant la constante des gaz parfaits, la constante universelle des gaz parfaits, 832 joules Kelvin moins 1 mol moins 1, et N étant le nombre d'Avogadro que voici. C'est le nombre de molécules par mol, 6,023 puissance 23 molécules par mol. Donc voilà, j'arrive ici à quelque chose qui est très intéressant. Ici, c'est des moles. Là, c'est des molécules par mol. Mol et mol se simplifient, j'obtiens quoi? Molécules par mètre cube, c'est exactement Nm, c'est-à-dire la concentration volumique que je vais mettre ici. Voilà. Donc, je peux aussi dire que Nm, qui est là, ça va être égal à P divisé par KBT. P divisé par KBT. Et je remplace ici, le voici, Nm, c'est P sur KBT. Donc KBT va monter au numérateur. Je vais faire entrer la constante de Boltzmann dans la racine, ça me fait KB au cube. Et la température idem, je la fais rentrer, ça fait T cube, le tout sous la racine, ça fait T à la puissance 3 demi et KB cube 1 demi, c'est-à-dire 3 demi aussi. Alors j'y vais, voilà je le fais ici. Je vais faire rentrer KB, ici ça me fait KB cube, parce que quand il rentre c'est KB carré fois KB, ça fait KB cube. Idem pour la température, quand je la fais rentrer, c'est T carré fois T, ça fait T3, à la puissance 1 demi, ça fait T3 demi. Pi, je l'ai fait aussi rentrer, j'ai oublié de le dire, pi est aussi rentré, ça me fait pi cube. Voilà à quoi j'aboutis. Résumons un peu dans la prochaine diapositive. Voici la relation à laquelle je voulais aboutir par le biais de la théorie cinétique des gaz, que je présente ici, la voici. Donc quand vous avez une variété isotopique, à savoir même masse et même diamètre, de molécules qui ont la forme sphérique, eh bien la théorie cinétique des gaz permet d'estimer le coefficient de diffusion de A dans A' sous cette forme-là, en négligeant les forces attractives et répulsives. En négligeant les forces attractives et répulsives. C'est en quelque sorte une autodiffusion. C'est une autodiffusion. Bien, maintenant, on va élargir un peu le champ et considérer, toujours en se positionnant dans un cas où les forces attractives et répulsives sont négligeables, mais en prenant deux particules qui auraient des masses et des tailles différentes. Toujours sphériques, mais des tailles et des masses différentes. Donc la théorie pour le développement est très compliquée. Je vais rapidement donner juste l'expression. La voici. Donc quand j'ai deux masses, MA et MB, tel que MA est différent de MB, donc deux diamètres, les particules ont des diamètres différents. Voici la seconde loi qui me rend compte de la diffusion, cette fois-ci de A dans B, où A est totalement différent de B.
Donc je l'ai compris, cette équation, cette deuxième équation est aussi intéressante puisqu'elle élargit un peu le champ et me permet d'accéder au coefficient de diffusion d'une espèce A sous forme gazeuse dans une espèce B également sous forme gazeuse. Mais elle présente un gros inconvénient, c'est qu'il me faut avoir les masses des espèces, des particules et leur diamètre, chose qui n'est pas aisée. Bien, à partir de là, maintenant je vais aller un peu plus loin et considérer d'abord quelques remarques. La première remarque, c'est la remarque 2 par laquelle je vais commencer, c'est que je remarque, comme vous, qu'il n'y a pas la concentration n'est pas présente, si bien que la diffusion de A dans A' ou bien de A dans B est exactement égale à B dans A, la diffusion de B dans A, de A' dans A, puisqu'il n'y a pas de concentration. Donc au vu des équations, on en conclut que la diffusivité massique est indépendante de la composition. Très bien, donc DAB égale à DBA. Et on a remarqué, on avait dit qu'on adoptait le modèle du gaz parfait, mais on a remarqué que même jusqu'à 10 bars, ces relations restent en accord avec ce qu'on trouve expérimentalement. Donc elles sont encore utilisées, même si les pressions sont relativement élevées. Parce que nous avons restreint le champ, rappelez-vous, nous avons dit que la théorie cinétique des gaz était adaptée pour les gaz très dilués. Mais cela marchait même jusqu'à 10 bars. Bien. Alors maintenant, nous allons aussi présenter quelque chose. Généralement, dans les problèmes qui vous sont proposés en examen ou bien en TD, vous avez les données qui vous sont données en bas de page à une certaine température et vous voulez estimer le transfert à une autre température ou alors une autre pression. Comment fait-on? Bah, il faut d'abord remarquer une chose, c'est que le coefficient de diffusion, il est proportionnel à la température à la puissance 3,5 et inversement proportionnel à la pression. À partir de là, bah, je vais écrire DAB à P et T donné, DAB à P et T connu de référence, c'est-à-dire P0, T0. Je fais le rapport, tout se simplifie à l'exception des pressions et températures, et par conséquent, je pourrais estimer mon coefficient de diffusion à n'importe quelle pression et température, connaissant bien sûr le coefficient de diffusion à une certaine pression et température de référence. Donc voilà comment ce qu'on fait pour passer d'un coefficient de diffusion à une certaine pression et température connue à un autre coefficient à une pression et température inconnue. Je veux dire, la valeur du coefficient n'est pas connue, mais les pressions et températures, on les a. Donc voilà. Si par exemple la pression n'a pas changé, c'est juste le rapport des températures. T sur T0 à la puissance 3,5. Inversement, si la température reste constante et c'est les pressions qui changent, il va y avoir P0 sur P. Voilà ce que l'on pouvait dire jusqu'à présent sur cette théorie cinétique. Maintenant, il faudrait un peu aller plus loin et considérer les forces attractives et répulsives. Il faudrait qu'elles soient prises en compte. C'est pour cela que nous allons aller vers la théorie de Chapman et Angskog. Chapman est britannique, Angskog est suédois. Cette théorie donc prend en compte les forces attractives et répulsives qui existent entre les molécules et elle propose une équation qui est fort sympathique puisque je ne vois plus apparaître les masses des particules A et B, mais plutôt les masses molaires. Et les masses molaires, c'est plus intéressant que les masses parce que je les connais. En revanche, je vois apparaître deux grandeurs bizarres. La première, c'est le paramètre Lennard-Jones, c'est sigma AB au carré qui est en angstrom, c'est quelque sorte un diamètre de collision. Et nous avons également la fonction ou le potentiel de Lennard-Jones qui est bien sûr c'est une grandeur adimensionnelle qu'on appelle également la collision intégrale ou bien l'intégrale de collision. L'intégrale de collision. Voilà, donc voici une relation très intéressante qui prend en compte les forces répulsives et attractives, mais qui présente néanmoins quelque chose de nouveau, c'est le paramètre Lennard-Jones et la fonction de Lennard-Jones qui, elle, est adimensionnelle. Donc Chapman propose cette relation. On va aller un tout petit peu plus loin, considérer le cas des gaz parfaits. On va se prendre
l'équation d'état des gaz parfaits, sachant que C est apparu ici, la concentration molaire de mélange est ici, donc C c'est P sur RT, dans le cas d'un gaz parfait, C c'est P sur RT. Je remplace comme ceci. Lorsque R monte en haut, 8,32, je le multiplie par ça, ça me donne ceci. J'ai oublié de vous dire, toutes mes relations seront données en mètres carrés par seconde pour la diffusivité. Mètres carrés par seconde, ce n'est pas des centimètres carrés par seconde. Vous trouverez généralement toutes les relations en centimètres carrés. Moi, j'ai voulu les donner dans le SI, système international, donc c'est des mètres carrés par seconde. C'est pour ça que vous trouverez des différences dans la puissance de la constante. Donc voici un peu les deux relations. Tout le travail qui va arriver maintenant, c'est comment estimer sigma AB et oméga AB. Le paramètre Lennard-Jones et la fonction ou le potentiel de Lennard-Jones. C'est ce qu'on va s'atteler à faire dans la prochaine diapositive. Alors, alors je la remets. D'abord, alors voici ma dernière relation, c'est qui est applicable pour le cas d'un gaz parfait. Et nous allons maintenant voir une méthode, une procédure de calcul pour estimer sigma AB et oméga AB. Auparavant, donc, Chapman et Cowling ont estimé le coefficient de diffusion pour le cas, comme on l'a dit, de molécules sphériques non polaires pour les faibles pressions. Et pour la procédure, parce que pour la procédure de calcul, c'est Hirschfelder et Bird et Spotts qui ont développé la théorie de Chapman pour déterminer à quoi allait être égal oméga DAB, c'est-à-dire la fonction de Lennard-Jones qu'on appelle également l'intégrale de collision. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir, cette procédure. Donc sigma, ce n'est qu'une moyenne arithmétique de sigma A et de sigma B. Sigma, c'est 1/2 de sigma A plus sigma B. Et toujours, Hirschfelder, Bird et Curtis estiment que pour oméga, c'est un peu plus délicat. Ils disent que oméga est fonction, c'est-à-dire l'intégrale de collision, est fonction de la constante de Boltzmann T sur epsilon AB. Maintenant, qu'est-ce que epsilon AB? Qu'est-ce que epsilon AB, le potentiel intermoléculaire? Eh bien, on me dit que c'est le produit epsilon AB, c'est epsilon A fois epsilon B. Puisque ici j'ai KB, KB, KB au carré, racine carrée, que ça se simplifie. Donc epsilon AB, c'est le produit de epsilon A fois epsilon B. Tout le problème maintenant, c'est quoi sigma A, c'est quoi sigma B, c'est quoi epsilon A et epsilon B. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, nous allons déterminer donc ces 4 grandeurs. Alors, soit on va aller vers l'ouvrage de référence, le Transport Phenomena, qui, comme il est dit ici, c'est un ouvrage qui est basé sur la théorie cinétique des gaz, qui traite des transferts massiques, thermiques et de quantité de mouvement. Et on va aller vers la référence, plutôt l'annexe E. Dans l'annexe E, il donne justement la procédure, comment calculer tout ceci. Donc il y a 2 tableaux que je vais présenter dans la prochaine diapositive pour nous dire comment ce qu'on fait. Donc ça a été établi comme ceci, je vous résume. Voici le premier tableau dans l'annexe E. Je vais faire un agrandissement pour que vous voyez. Donc ici, vous avez à gauche les substances. Et vous avez ici, ça va venir, parce que je vais faire agrandir, voilà. Vous avez sigma de l'espèce, et vous avez epsilon sur Kb, Kb étant la constante de Boltzmann. Dans le transport phénoménal, il note ça K. K, et moi j'ai mis B pour distinguer, savoir que c'est la constante de Boltzmann, parce qu'il va y avoir un cas qui va arriver dans quelques temps, ce ne sera pas la constante de Boltzmann. Et donc, comment fait-on? Pour chaque élément, vous avez son sigma, chaque élément,
il lui correspond à un sigma. Et ensuite, pour chaque élément également, vous avez epsilon AB, epsilon sur KB, pardon, epsilon sur KB. Vous faites quoi ensuite? Pour sigma, c'est relativement simple, on prend les sigmas, on fait leur moyenne arithmétique, nous avons sigma que nous élevons au carré. Pour oméga, ce n'est pas aussi simple parce qu'il faut déterminer epsilon A sur KB, epsilon B sur KB, faire le produit, déterminer epsilon AB sur K, multiplié par la température, ou bien l'inverse, divisé par la température, aller dans un second tableau que voici. Voici le deuxième tableau, je vais le mettre en grand, le voici. Et j'ai calculé KBT sur epsilon AB et je vois les deux colonnes, ici la première colonne et la troisième colonne pour m'estimer le oméga DAB. La deuxième colonne étant pour la viscosité et la conductivité thermique. Voilà comment ce qu'on fait pour avoir donc sigma AB et oméga AB. Sigma AB et oméga AB, c'est-à-dire le paramètre d'Lennard-Jones pour sigma et la fonction ou le potentiel d'Lennard-Jones en ce qui concerne cette méthode. Alors, allons un peu plus loin. Si par exemple, votre substance, vos particules ne sont pas tabulées, elles ne sont pas présentes sur le transport phénoménal, comment fait-on? Bien, il y a une deuxième manière pour traiter le problème. La voici. Donc nous allons aller au niveau de certaines relations qui vont me donner à partir du point critique, de point normal d'ébullition ou bien du point de fusion, les voici les relations, je vous les ai répertoriées, elles vont me donner ce que je suis en train de chercher, le epsilon i, ou bien le epsilon i, ou bien le sigma i. Donc ici, vous avez pour l'indice C, c'est la critique, c'est le point critique. Pour l'indice V, c'est l'ébullition. Et pour l'indice F, c'est la fusion. Et donc je calcule comme on l'a fait tout à l'heure, on fait la moyenne arithmétique des sigma i pour obtenir sigma AB. Et on calcule le epsilon i sur KB de l'espèce A et de B. On fait le produit et on va au tableau pour déterminer le tableau précédent, le tableau 2, ce tableau-là, pour déterminer ceci. Et ensuite, on lit oméga. Voilà pour ce qui est de cette relation qu'on appelle la relation de Hirschfelder, Curtis et Bird. Bird, l'auteur de l'ouvrage Le transport phénoménal paru en 1960. Résumons, voici à quoi on a abouti. Voici à quoi on a abouti. La relation établie par Chapman, le voici. Hirschfelder, Curtis et Bird relient oméga à epsilon AB sur KBT. Ils tabulent sur un long tableau les valeurs et ils présentent cette relation, ces deux relations, en 1954. Vous voyez que la pression varie de 0 à 2 atmosphères, la température de 200 à 1000 Kelvin. Les relations sont fiables à 8% près. Alors de la même manière, la remarque 3 dit ce qu'on a dit auparavant, DAB est exactement égal à dBA, nous ne voyons pas de concentration apparaître dans les équations, donc elle est indépendante de la concentration. Il y a une deuxième remarque qui est faite juste comme ça, quand l'un des constituants est de la vapeur d'eau, le résultat est multiplié par 1,09. 1,09. Voilà, je vais maintenant vous montrer, en 58, il y a une deuxième relation qui est proposée par Slattery et Bird, que voici, qui va, elle, se baser sur les températures critiques et la pression critique. Et on me donne ces valeurs pour l'estimation de DAB. On me dit, elle est fonction de A et B, telle que A, soit vous êtes dans un mélange binaire non polaire, voici les valeurs de A et de B, ou alors, dans un deuxième cas, la vapeur d'eau avec un gaz non polaire, voici les valeurs. Donc c'est la relation de Slattery et Bird en 58, établie en 58 à partir des états correspondants.
la combinaison de la théorie cinétique avec celle des états correspondants. Bien, je pense qu'on est arrivé au bout. Non, pas encore. On est arrivé au bout des relations théoriques. Maintenant, nous allons passer aux relations semi-empiriques. On va commencer par les travaux de Gilliland. Certains l'appellent Gilliland. C'est un, donc, on le prononce à l'anglaise. Alors, on commence par la première. Bien, voilà. Gilliland, en 1934, en adoptant le modèle des sphères rigides de la théorie cinétique des gaz, a développé une relation semi-empirique qui supposait en gros que le volume de diffusion d'une molécule peut être calculé en additionnant les volumes de diffusion de tous les atomes qu'elle contenait. Alors je m'explique, la voici. La voici. Toujours, le DAB est proportionnel à la température à puissance 3,5, inversement proportionnel à la pression et à la masse molaire à la puissance 1,5 et au volume molaire. Voici la nouveauté. Nous ne voyons plus apparaître les paramètres de Lennard-Jones ni la fonction. Nous voyons apparaître à la place le volume atomique de diffusion. Je vais vous expliquer tout à l'heure dans la prochaine diapositive comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce volume atomique lorsque ce n'est pas un atome. Quand c'est une molécule, comment fait-on? Donc nous allons, cette remarque, je vais passer dessus parce que c'est la même que celle que j'avais présentée tout à l'heure. Comment faire pour passer des conditions connues, de D à B à des conditions inconnues, connaissant les pressions et les températures. Vous écrivez DAB à P et T donnés. Vous écrivez DAB à P0 et T0 donnés. Vous connaissez DAB à P0 et T0. Vous pouvez estimer le DAB pour n'importe quelle pression et température. Alors, on y va tout doucement. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter. Comment fait-on pour calculer lorsque je n'ai pas des atomes, je n'ai pas un atome dans un autre, mais j'ai une molécule? Donc on va appliquer tout simplement la méthode de Lebas. Elle dit quoi? Elle dit c'est globalement pour trouver le volume atomique total, il faut multiplier coefficient stoichiométrique, ou bien si c'est O2 par exemple, si c'est O2, le 2 qui est là, par le volume atomique ici. Et vous faites vos calculs pour trouver le volume atomique de la molécule. C'est la seule difficulté, c'est le calcul du volume atomique de diffusion d'une substance qui n'est pas sous forme d'un atome. C'est une molécule. Donc, on continue. Nous allons voir une deuxième relation qui a été établie beaucoup plus tard, en 1960, et qui est beaucoup plus exacte, celle de Fuller, Schuttler et Giddings en 1966, qui donne ceci. Qu'est-ce qui diffère par rapport à celle-là? La puissance, ce n'est pas 3,5, ce n'est pas 1,5, c'est 1,75, et la constante. Ce n'est pas 4,3, 10-7 et 10-7. Attention, je répète encore une fois, tous les coefficients de diffusion sont donnés en mètres carrés par seconde. En mètres carrés par seconde. Donc voici cette relation obtenue par Fuller. Elle a été donc établie et assistée par ordinateur pour 340 points expérimentaux. Elle est largement connue. Et comme d'habitude, le sigma V1, sigma VB sont les valeurs obtenues de la sommation des volumes de diffusion atomique pour chaque composant du mélange du binaire AB. Alors on continue. On va voir maintenant une deuxième relation qui est venue avant celle de Gilliland, avant celle-là, c'est celle d'Arnold, qui a été établie en 1930, la voici. Elle se base sur les travaux effectués par Sutherland au début du siècle dernier. Elle dit quoi? Voici ce qu'elle dit, elle est écrite de la même manière avec le volume atomique de diffusion, mais il y a apparition de la constante de Sutherland pour les mélanges. Donc elle s'exprime comme ceci, la constante de Sutherland, c'est un certain paramètre F multiplié par SA fois SP. Maintenant, qu'est-ce que F?
de manière très simplifiée, voici f à coébalité égale sur ce tableau. Mais sinon, il y a une relation, je vais vous la montrer ici. J'ai voulu juste vous présenter. J'ai trouvé, donc je l'ai mise sur la diapositive. Voici l'expression de f. Elle est relativement compliquée, donc nous nous astreindrons à ce tableau pour déterminer f. Maintenant, qu'est-ce que SA, qu'est-ce que SB, qu'est-ce que SI? C'est 1,47 la température d'ébullition du corps pur à la pression normale fois 1,47. Donc je remplace ici sous la racine. 1,47 au carré sort de la racine, ça fait 1,47 F fois ça, que je remplace pour mettre ici. Bien, je vais maintenant résumer. J'ai en ma possession trois relations extrêmement importantes, mais en particulier celle d'Arnold et celle de Gilliland. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent ceci. Voilà. Très souvent, on vous dit déterminer, moi, le coefficient de diffusion par la relation semi-empirique de Gilliland, ensuite en déduire celle de Arnold. Voici le passage de l'une à l'autre. En faisant le rapport des deux, vous trouverez facilement ce rapport. Voilà. Ceci termine cette séance réservée au coefficient de diffusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons vu le coefficient de diffusion. On a pu y accéder par le biais de la théorie cinétique des gaz, celle qui néglige les forces répulsives et attractives qui pourraient exister entre les molécules. La théorie prédisait l'expression de DAB avec 5% d'erreur uniquement, mais ça concernait uniquement les variétés isotopiques. Nous avons élargi un tout petit peu le champ en considérant deux espèces différentes, A et B. Nous avons trouvé l'expression, à quoi elle était égale. Ensuite, nous avons tenu compte des forces attractives et répulsives, et donc nous avons fait appel à la théorie de Chapman et Enskog. Voici ça donnait quoi? Elle présentait, contrairement aux précédentes, non pas la masse de la molécule, mais la masse molaire, mais elle présentait également le paramètre de Lennard-Jones en angstrom et le potentiel de Lennard-Jones qui est adimensionnel. Pour pouvoir trouver ces deux nouvelles grandeurs introduites, c'est Hirschfelder, Curtis et Bird qui vont s'atteler à ce travail pour nous présenter une procédure pour l'estimation sous forme d'un tableau. Et donc ensuite, à partir de là, nous avons pu déterminer le coefficient de diffusion de A dans B, même lorsque les forces attractives et répulsives étaient prises en compte. On s'est rendu rapidement compte que c'était compliqué par la méthode théorique, donc il y a eu des relations semi-empiriques qui sont arrivées. La première est celle d'Arnold, établie en 1930, qui faisait intervenir le volume de diffusion atomique. Puis est arrivée celle de Gilliland en 1934 également. Elle faisait intervenir sans la constante de Sutherland. Nous avons aussi la relation semi-empirique de Fuller, établie beaucoup plus tard, en 1966, qui est fort sympathique également, puisqu'elle présente toujours la masse molaire et valable jusqu'à 20 bars. J'ai oublié de vous dire, mais Gilliland est attaché de 20% d'erreur. 20% d'erreur. Et ensuite, nous avons donc vu que la relation d'Arnold présentait une constante de Sutherland. En fait, elle se basait sur les travaux effectués par Sutherland à la fin du siècle dernier, enfin je veux dire à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et elle était sous cette forme-là. Voilà, la séance prochaine, je compte commencer le coefficient de diffusion en phase liquide et vous verrez que contrairement au gaz, la théorie n'est pas très bien développée. C'est pour cela que rapidement, on présentera juste la relation de Stokes-Einstein et nous passerons directement aux relations semi-empiriques. Je veux parler de la relation de Wilkie et Chang. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous me laissez vos commentaires. Je pourrais vous reprendre certaines choses que vous n'aurez pas comprises. À très bientôt, j'espère, et bon courage. Voilà, merci, au revoir.